Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la conseillère régionale d'Hiver Droite, première adjointe à la mairie de Chaumouzet, Sylvie Laguerre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai dit d'Hiver Droite, vous étiez les Républicains, vous avez choisi de quitter ce camp-là. En quelques mots, rapidement, pourquoi? Simplement, je pense que la politique un peu trop conservatrice des Républicains ne correspondait plus à mes idées. Et puis je crois que je n'ai pas trouvé ma place dans le microcosme un petit peu vosgien, et ce qui fait que j'ai fait ce pas de côté. Alors, les Républicains ont un nouvel homme fort, c'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a donc pris le dessus sur Laurent Wauquiez. C'est quelque chose qui ne nous intéresse plus, du coup? Vous n'avez pas du tout regardé ce qui se passait? Alors, non, c'est pas... Même s'ils sont venus à Épinal, oui, évidemment. Oui, mais c'est pas mon sujet. Aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu de la démocratie se fait au niveau national, certes, mais pour ma part, je crois qu'on a vraiment un enjeu au niveau local. Et aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est un petit peu, effectivement, cette démocratie du quotidien que nous avons dans nos communes et qui vacille, me semble-t-il. Alors, vous êtes issu de cette famille qu'on nomme la droite sociale. Effectivement, on ne va pas trop parler de politique politicienne nationale, mais de votre inquiétude pour ce que vous nommez à l'instant donc la démocratie du quotidien. Pour vous, et les sondages l'attestent, il y a vraiment une rupture avec les citoyens. Vous la situez, vous la sentez au quotidien, justement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on a un enjeu de rapprocher nos citoyens de nos collectivités. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'expliquer à nos concitoyens quelles sont les compétences des communes, quels sont leurs moyens de financement. Et c'est vrai que, pour exemple, c'est vrai que cet été, on a eu l'année dernière des grosses inondations à Chaumouzet, et c'est vrai que nos citoyens étaient perdus. Et je dois vous avouer que même nous, élus, étions perdus parce que finalement la compétence eau étant tellement partagée que finalement plus personne ne s'y retrouve. Et je crois qu'on a aujourd'hui vraiment un enjeu à remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, peut-être à imaginer des formations ou des informations à nos concitoyens pour expliquer comment fonctionne une commune. Donc c'est un manque d'information, c'est ce que vous voulez dire. Après, on peut le voir dans les deux sens. On peut aussi se dire que le citoyen ne fait plus beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre la société dans laquelle il vit. Oui, mais je crois que c'est vrai qu'être élu aujourd'hui, c'est quand même un gros challenge. On est bien sûr, quand on est élu dans une commune, on a le sentiment qu'on va s'occuper que de sa commune. Or, on est vite propulsé sur d'autres structures, que ce soit l'intercommunalité, que ce soit des structures annexes, comme le PETR ou le SCOT. Alors, est-ce qu'il y a trop de strates, si je rebondis sur ce que vous dites? Je ne pense pas qu'il y ait trop de strates. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les gens se perdent? Je pense que c'est plus une méthodologie de comment on construit un projet de territoire et quelle place on donne à ces élus-là. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des exécutifs. La loi NOTRe a un petit peu bouleversé la donne, mais je crois que les structures, les agents se sont bien retrouvés dans ce mode opératoire et je trouve que ça se passe plutôt bien. Par contre, les élus ont peut-être moins bien trouvé leur place. Aujourd'hui, il faut réimaginer comment un élu de terrain qui va être élu l'année prochaine va devoir s'impliquer et répondre à des problématiques qui sont déjà bien en place, comme par exemple le zéro artificialisation nette, comme quelle place sa commune va avoir dans l'intercommunalité. Donc vous voulez dire qu'il faut former les élus qui ne sont pas encore en place parce que sinon la surprise va être un petit peu trop de taille. Pour moi, il faut les préparer. Pour moi, il faut aussi que les intercommunalités aussi imaginent une manière justement d'accueillir ces nouveaux élus, imaginent quelle place ils vont leur donner. Est-ce que ça va être extrêmement descendant et un exécutif va dire le chemin vers lequel l'intercommunalité va aller, ou alors est-ce qu'au travers des différentes commissions, les élus vont pouvoir prendre leur place, essayer de défendre les particularités de leur commune. On a aujourd'hui un challenge devant nous et je crois que c'est important parce que je pense que le Rassemblement national fait son lit sur cette incompréhension, c'est sur cette idée que finalement dans les communes on ne peut plus rien, dans les intercommunalités... Cette impuissance rurale notamment qui profite. Exactement, et je pense que ce n'est qu'en réimaginant ce mode de fonctionnement que l'on pourra redonner sa place à chacun et que c'est cette capacité de s'exprimer, cette capacité effectivement de défendre sa commune de manière juste, tout en respectant bien sûr ce qu'est l'intercommunalité ou les autres structures. Mais je crois que oui, on a un enjeu vraiment à travailler sur cette démocratie.
Alors, il y a des choses qui changent, vous l'aurez noté évidemment. Le prochain scrutin sera marqué par l'entrée de la parité obligatoire et le scrutin de liste dans les communes de moins de 1000 habitants. On comprend l'idée, c'est-à-dire introduire de plus en plus une proportion de femmes de plus en plus importante. Est-ce que, ceci étant, on entend beaucoup ça, dans un village de 600, 700 habitants, est-ce que c'est compliqué, ne pas compliquer encore davantage la tâche pour constituer une équipe? Je pense qu'il ne faut pas se mentir, ça va être difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. C'est vrai que souvent, on va voir des femmes en leur proposant qu'est-ce que tu fais demain, est-ce que tu veux te joindre à nous sur la liste? Je crois qu'aujourd'hui, là encore, il faut présenter les choses différemment. Il faut vraiment expliquer que mettre une femme sur une liste électorale, c'est une manière aussi de travailler sur, je dirais, presque la compétitivité des territoires. En fait, on le voit bien dans le monde de l'entreprise, dans des comités exécutifs. Lorsqu'il y a la parité, on voit bien que les entreprises, et c'est prouvé, performent plus. Et ce n'est pas parce que les femmes sont meilleures, c'est juste que la confrontation des idées permet d'adapter mieux. Ouais, c'est un rapport en McKinsey, je crois, qui met en avant effectivement le fait que plus il y a de parité dans les entreprises, plus les entreprises sont performantes. C'est ça, c'est ce à quoi vous faites allusion. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, dans nos territoires, on a besoin de la place des femmes pour repenser l'urbanisme, pour peut-être aussi travailler sur ce qui se passe un petit peu dans nos écoles au niveau alimentaire, sur un tas de sujets où les femmes ne voient pas les choses de la même manière, et c'est cette confrontation des idées qui, me semble-t-il, permettront de redonner... Donc il faut y aller, quitte à ce que pour ce premier scrutin, il y ait des difficultés et qu'effectivement, il faut être clair, il va y avoir des femmes, comme vous dites, qu'on appelle la veille pour dire « tiens, tu veux pas venir, j'ai un trou à boucher », il faut être ça, il faut être clair, ça peut être ça. Ça peut être ça, mais après, rien ne dit que justement, un mandat, c'est long. C'est 6 ans, et en 6 ans, on peut découvrir de belles pépites et des gens qui tout d'un coup, au travers, justement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, des différentes structures annexes, peuvent vraiment se révéler et être vraiment des forces vives pour notre territoire. Alors, puisqu'on parle du rôle des femmes en politique, on va rappeler que vous avez fondé avec Guylaine Jandel, Jean-Pierre, qu'on va recevoir bientôt ici, d'ailleurs, le réseau d'élus locaux. Vous suivez ça évidemment toujours de près. Est-ce que les objectifs que vous aviez peut-être en tête sont aujourd'hui atteints ou en cours d'être atteints? Comment vous voyez les choses? Personnellement, je n'avais pas vraiment d'objectif. L'idée, c'était vraiment de permettre à des femmes, en fait, d'avoir accès à des informations qu'elles n'avaient pas par ailleurs, parce que il y a quelques années, c'est vrai que les femmes restaient souvent en retrait, et l'idée, c'était de leur apporter de l'information et leur permettre justement, de rencontrer un député, de rencontrer une préfète, et de pouvoir échanger et de créer ces liens si singuliers qui permettent, quand on a besoin, de faire appel à eux ou à elles sans transpartisan, on va le rappeler évidemment, c'est tous les partis sans exception. Transpartisan, et puis surtout c'était aussi pour tout type de mandat, que ce soit conseiller municipal. Là encore, l'idée c'est d'éveiller la curiosité et d'éveiller l'envie d'aller un petit peu plus loin dans son mandat. Alors à la région Grand Est, vous travaillez justement sur la place des femmes dans les métiers, notamment en ce moment, ce qu'on appelle les STEAM, les métiers scientifiques, mais aussi dans l'agriculture. Vaste chantier, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous prenez les choses? On va être dans le pratico-pratique. Quels sont aujourd'hui les freins et quels sont les leviers pour faire sauter ces freins? Alors c'est vrai que j'ai souhaité aller sur cette question-là parce qu'il y a quelques mois, une entreprise me disait « Mais Madame Dalguer, aujourd'hui, les codages étant... majoritairement faits par des hommes, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, les programmes qui en sont issus ne sont plus adaptés à ma clientèle. » Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai souhaité, avec mes collègues travailler sur cette question, et nous avons mis en place un appel à projet qui s'appelle L + Sciences = Grand Est, qui vise justement à valoriser des associations qui encouragent la place des femmes dans les sciences. Et c'est vrai qu'on a demandé à ces associations de faire un parcours qui va depuis la maternelle, en passant par le collège et le lycée, mais qui va jusqu'à l'insertion. L'idée, effectivement, c'est de lever les différents freins aux différentes étapes. Alors, est-ce que c'est de l'autocensure? Est-ce que c'est ça le principal souci au départ? Ou est-ce qu'il y a vraiment des portes qui se ferment sciemment? Je pense que nous sommes collectivement responsables. Alors, effectivement, on parle souvent de l'éducation nationale avec ce prisme très littéraire qu'ont souvent les institutrices, mais aussi des professeurs dans les lycées professionnels qui n'accueillent pas toujours les jeunes filles de la meilleure manière. Mais nous, parents, sommes aussi responsables dans le choix des activités périscolaires. Et puis, et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vraiment pendant 2 jours à la région
travailler collectivement sur cette question-là. Pour, par exemple, évoquer le fait dans les jurys de lever des freins cognitifs. Quand on voit un métier, on imagine une personne et c'est comment on lève ces freins. Et aussi, de la même manière, c'est comment on peut inciter aussi les entreprises. Vous évoquiez les freins. Un des freins essentiels, c'est l'accueil des jeunes filles dans les entreprises. L'accueil pratique, parfois sur des vestiaires ou des choses comme ça. Exactement. Et puis, c'est vrai que quand vous êtes une jeune fille, que vous rentrez dans un garage et que la première photo que vous voyez, c'est le calendrier Pirelli, bon, ça ne donne pas forcément envie. Et puis, nous aussi, à la région, on a trouvé quelques freins, et notamment sur les vêtements professionnels que nous fournissons à nos élèves, qui ne sont pas forcément adaptés au corps des jeunes filles. Et donc, vous voyez, c'est en mettant l'ensemble des acteurs autour de la table qu'on arrive à trouver peut-être. Alors, c'est pas le grand soir, on va pas changer. On est sur une sorte de constat et le plan d'action va arriver derrière. Exactement. Là, c'était les 6 et 7 mars. Et dès la rentrée, nous essaierons, au-delà de cet appel à projet que j'ai évoqué, trouver des pistes pour pouvoir améliorer la situation. Allez, il nous reste 5 minutes pour évoquer assez longuement quand même le parc naturel régional des Ballons des Vosges, dont vous êtes la vice-présidente, avec le schéma d'accueil, la fameuse grande crête dont on parle beaucoup. Où est-ce qu'on en est ? On est encore sur la phase de concertation, c'est ça ? Non, c'est vrai que en fait, ce schéma d'accueil de la grande crête continue effectivement à se co-construire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la conférence qui rassemble l'ensemble des acteurs est aujourd'hui devenue vraiment un espace de dialogue et de bienveillance. Donc nous avons notre prochaine conférence le 23 juin prochain et seront abordés des sujets comme la mise en place, donc le travail sur l'observatoire des fréquentations. Vous savez que c'est vraiment le sujet premier ou comment on objective ces fréquentations. Et puis nous allons également avoir un gros travail sur toutes les manifestations sportives qui ont lieu sur le massif. Sur leur impact, vous voulez dire ? Sur leur impact, pour là encore une fois, réaliser quelles sont les communes qui sont les plus touchées. Et puis, on va aussi avoir un gros travail sur la qualité de nos sentiers. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous sommes labellisés, nous avons un label européen de qualité qui est très exigeant et qui demande à ce que les sentiers soient de grande qualité. Or, nous avons un certain nombre de sentiers qui aujourd'hui... Donc, il faut bien informer le public pour éviter effectivement d'abîmer ces Oui, pour éviter d'abîmer, c'est vrai que c'est vraiment des portions, mais néanmoins, c'est vrai que aussi le changement climatique fait son œuvre aussi dans ces questions-là. Les ruissellements entraînent aussi quelques soucis sur la bonne tenue de ces sentiers. Avec l'incitation aussi de monter sur les crêtes de plus en plus avec les transports en commun. On va voir quelques images de la navette des crêtes qui va reprendre du service là. Tout début juin. Où est-ce qu'on en est sur la limitation du flux des voitures individuelles ? On est toujours sur un équilibre à trouver, on n'est toujours pas sur une position, j'ai envie de dire, très brutale de plus de voitures du tout. Non, ça c'est, je ne sais pas dans quelle langue il faut le faire, mais non, là, il n'est pas du tout prévu d'arrêter définitivement la circulation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un gros effort qui est fait des services de l'État et notamment des préfets pour faire des contrôles, que ce soit en termes de vitesse ou en termes de bruit. Donc je pense qu'il faut que les concitoyens sachent que cet été, une fois de plus, les forces de l'ordre seront présentes et donc je les invite à la prudence. Et c'est vrai que ce qui pour moi est important, c'est que parler des crêtes, c'est vraiment pas que parler de la route. Il y a, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, les sentiers, mais aussi toute la biodiversité qui est autour de cette partie vous tendez une perche monumentale vers le Grand Tétras, bien évidemment. Alors c'est un symbole qui peut agacer et qui est peut-être, on est peut-être un peu dans le tropisme là-dessus. Néanmoins, la réalité est là, effectivement. On va aller au bout de cette opération-là, la translocation pour 5 ans. La préfète s'y est engagée. Donc on y va, même si les premiers résultats ont l'air un petit peu difficiles, mais c'est à la fin de... C'est en phase d'expérimentation, mais vous me tendez aussi une belle perche pour vous dire qu'il n'y a pas que le tétra qui est en danger. C'est un symbole. Mais voilà. C'est un symbole, mais vous voyez, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu d'arnica de cueillis sur les Vosges. Il y a un nombre d'espèces qui sont en perte de... La gélinote, entre autres, qui est de la même famille, par exemple, que le grand tétras. Oui. Exactement, et je trouve que... on en fait beaucoup sur le grand tétras, c'est ce que vous voulez dire, et moi y compris, d'ailleurs. Trop.
Allez, on va parler maintenant du PETR du Pays d'Épinal, dont vous êtes la vice-présidente également. Grand sujet du moment, le PAT, Quesaco, le PAT, c'est le projet alimentaire territorial. On a 4 dans les Vosges, celui d'Épinal, on va avoir quelques images prendre l'ampleur. Les enjeux sont très importants, hein. C'est vrai que comme ça peut se faire sourire en se disant, tiens, bah oui, on va faire planter, on va faire pousser quelques carottes, mais ça va bien au-delà des enjeux économiques et de santé publique, bien évidemment. Oui, alors c'est vrai que vous présentez le PAT d'Épinal, de la ville d'Épinal. Et je crois que c'est peut-être ça le principal message que j'aurai aujourd'hui, c'est que nous avons dans les Vosges la chance d'avoir un inter-PAT. C'est-à-dire que en fait, l'ensemble du territoire des Vosges est couvert par des structures qui sont portées par les pays, qui visent justement à travailler sur ces questions-là. Alors il ne s'agit pas uniquement que de planter des aliments, il s'agit aussi de structurer les filières. C'est ce que nous faisons au niveau du Pays d'Épinal avec la mise en place d'un transport de l'alimentation, mais c'est ce que fait aussi la Déodacie avec un observatoire de l'alimentation qui permet justement à la ville d'Épinal de pouvoir avoir des liens avec des producteurs de différents de yaourts, voilà. Donc il ne faut pas faire des îlots comme ça, non. Totalement. Hein, il faut créer quelque chose, un réseau en fait, hein, c'est ça l'idée. Hein. Il faut faire un réseau et il est fait dans les Vosges. Et je crois que ça, moi pour ma part, je suis vraiment très très fière de ça, c'est de ce travail partenarial qui est fait et qui se traduit par exemple, aujourd'hui, nous sommes solidaires pour intervenir dans les lycées au travers du programme ADAGE. Nous avons pu rencontrer, grâce à la maison de région d'Épinal, l'ensemble des proviseurs des lycées et nous les accompagnons justement pour pouvoir leur donner la possibilité d'avoir des producteurs du territoire qui interviennent directement dans nos lycées. Et le chantier est immense. Toute dernière question, dans quelques mois, il y aura des élections municipales. Vous êtes élue municipale à Chaumouzet, vous êtes la première adjointe. Est-ce que vous y retournez donc début 2026 ? Je ne serai pas maire de Chaumouzet, ça c'est sûr. Est-ce que je serai sur la prochaine liste ? On verra si on me le proposera. Vous en avez envie ? Écoutez, moi pour le moment, je trouve que au vu de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, de ce que vivent nos citoyens, les commerçants, les artisans, le fait d'enjamber une année jusqu'à 2026, ça me semble un petit peu déplacé. Je trouve qu'il y a bien des sujets à régler avant. Pour ma part, j'ai prévu de travailler jusqu'au bout. Et donc, voilà, j'ai du mal à me projeter aussi loin. Par contre, c'est vrai que j'ai bien conscience qu'il y a des élus qui sont sollicités ou qu'il faut préparer des listes. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'être élu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une aventure fabuleuse, c'est des rencontres absolument exceptionnelles. Et que, donc, pas que des galères, on a bien compris. Non, je les invite à faire le grand pas, entre guillemets. C'est vraiment une merveilleuse aventure. Sylvie Lallière, la conseillère régionale d'hiver droite de la région Grand Est et également première adjointe à la commune de Chaumouzet était notre invitée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Très bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain.